Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rappelez-vous, au début de l'année 2020, nous avions entamé une série de capsules vidéo intitulée Verviers-toi ce livre, où nous invitions des personnalités verviétoises à nous raconter le rapport à la lecture, le rapport au livre. Pour cette vidéo-ci, nous avons contacté Urbain Hortmans, le bien connu Urbain Hortmans, directeur de Vedia, la chaîne de télévision locale, qui nous a littéralement ouvert les portes de sa maison et donné les clés de sa bibliothèque. Urbain Hortmans est un grand lecteur. Alors que lit-il? Où lit-il? Quand lit-il? Est-ce que nous encore lui offrir des livres? Merci du fond du cœur à Urbain Hortmans de nous avoir ouvert ses portes, de nous avoir confié tous ses secrets littéraires. Merci à vous pour votre attention. Bonne vidéo. Bonjour Urbain. Bonjour Bernard. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis ravi de vous accueillir ici, chez moi en fait aujourd'hui. Merci beaucoup. En effet, on t'a demandé si on pouvait venir chez toi, dans ton intimité, devant ta bibliothèque, et tu nous as dit oui, pour parler de ton rapport avec la littérature, parce que je sais que tu es un très grand lecteur. Oui, je lis beaucoup. Est-ce que tu peux, toi, situer la naissance de ta passion, précisément ou pas? Précisément, je ne sais pas dire. J'ai toujours lu. Oui. Je crois que je suis arrivé à la lecture par les bandes dessinées. Ah oui. Et je me souviens d'une anecdote, tout petit, chez mes grands-parents, Père Noël vient faire sa distribution et comme cadeau, j'ai une encyclopédie. Je déteste ça. Et mes parents, qui étaient assez ouverts, disent écoute, on va voir, on va peut-être aller chez Boumal et on va aller voir s'il y a moyen de changer. Et alors, j'étais chez Boumal avec mon encyclopédie et je suis sorti avec des Gaston Lagaffe, des Spirou. Mais je ris de ça, mais je trouve que, par exemple, Franquin est quelqu'un qui a éduqué toute une génération. Et je pense vraiment que je suis entré dans la lecture par la bande dessinée. Ah oui. Je crois que tu voulais d'ailleurs nous présenter une BD. Ah oui, par exemple, elle est là. Alors ça, c'est amusant parce que le hasard, comment devient-on passionné par exemple d'une bande dessinée? Ici, c'est Valérian, ouais. Premier album. Mon oncle, le frère de ma mère qui habitait Bruxelles, qu'on ne voyait pas souvent, un jour vient nous rendre visite, j'ai 12-13 ans, et il m'offre ce bouquin, ce premier tome de Valérian. Ah ouais. Et puis, j'ai plus jamais quitté Valérian. C'est devenu une passion. C'est vraiment ma bande dessinée préférée. Celui-ci est dédicacé de Christin, ce que j'ai fait un reportage il y a quelques années. J'ai été faire un reportage chez Christin, chez Mézières, à Paris. Ah, oui. Et donc, j'ai suivi toute l'épopée des Valérians. On enlèvera quand même le film de Luc Besson, parce que ça, c'est pas du Valérian. Rebondissons sur Paris, justement. Je crois savoir que tu vas souvent à Paris. À quel rythme vas-tu à Paris? J'y étais, moi... D'abord, j'y ai fait mes études. Oui. Donc après t'arrêtons, alors? Non, j'ai fait des études de droit à Liège, et puis j'ai voulu faire le journalisme. Et j'avais plus envie d'être à Liège. Et justement, j'étais en train de lire... cette quadrilogie de Joseph Kessel, un roman qui se passe à Paris. Et c'est vraiment ce roman qui m'a donné l'envie de partir étudier à Paris. D'accord. Alors aujourd'hui, j'y vais un peu moins souvent malheureusement. J'y vais encore tous les 2 ans pour le Festival Américain. Et puis j'y vais parfois pour le boulot, pour faire des albums. C'est toujours le même plaisir parce que je me sens à Paris comme chez moi. Alors à Paris, j'imagine que tu as des librairies privilégiées. Oh, ça c'est oui. Alors lesquelles? Celle que j'aimais, elle a disparu. Ouais. C'était la librairie. Donc, mon école était place Saint-Germain-des-Prés. Oui. Et alors, donc, il y avait. Ah oui, c'est chouette, c'est le 6e. Donc, il y avait mon école, il y avait un bijoutier, et puis il y avait les Deux Magots. Et puis, tu continues après les Deux Magots, et tu arrivais à la Une, qui est une librairie mythique de Paris, la Une, H-U-N-E, qui était malheureusement une librairie mythique, puisque maintenant, c'est Louis Vuitton qui a remplacé la librairie. Il y a une belle petite anecdote. Quand j'étais étudiant, la Une, ils ouvraient jusqu'à 23h, je crois. Alors, l'été, par exemple, je prenais le métro. Moi, j'habitais du côté de Montmartre, et puis j'allais me promener, et puis je flânais et j'allais acheter des livres. Et j'avais toujours la surprise que les livres avaient une odeur particulière. Et j'ai toujours plein de livres, bon, l'odeur est partie après les dizaines d'années, mais il y avait une odeur particulière, un parfum dans les livres, et je ne savais pas ce que c'était, mais bon, voilà. Des années plus tard, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, je vais faire à Paris un reportage sur Jacques Ravenne, Giacometti Ravenne. Et Jacques devait venir, il a fait plusieurs conférences avec lui. Et il m'avait dit, écoute, c'était sur ça, donc on va faire un chemin dans le 6e arrondissement, sur les lieux de Sade. On avait été voir le manuscrit des 100 jours de Sodome. Et puis on passe, je ne sais plus pour quelle raison, à la Une, qui avait déménagé, qui était au coin de la rue Napoléon. Et l'attaché de presse, là-bas, on discute un peu, je lui dis, tiens, il y avait un parfum. Elle me dit, vous avez tout à fait raison. Elle me dit, vous savez ce que c'était? En fait, la librairie était accolée aux cuisines des Deux Magots, et c'était l'odeur des cuisines qui imprégnait les livres.
C'était extraordinaire, quoi. Extra. Et donc, mais quelque chose m'a surpris, tu as fait le droit avant le journalisme. Donc, ton rêve à l'époque, alors, c'était de devenir avocat ou juriste ou... Je m'intéressais beaucoup à la politique. Ah oui. Je voulais faire sciences politiques. Et puis, j'ai un ami qui me dit, ne fais pas sciences politiques, fais plutôt le droit. Et puis, je me suis décidé, 8 jours avant de démarrer mes études de droit, je me suis inscrit en droit. Je n'ai jamais regretté, c'est une technique qui aiguise l'esprit. Mais après, à la fin de mes études de droit, je me suis dit, mais moi je ne veux pas être avocat, non, je ne veux pas ça, moi. Je ne veux pas faire un métier lié au droit. Et à nouveau, j'étais en train de ramer, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, c'est venu tout seul, je me suis dit, mais dans le fond, tu lis les journaux, tu regardes les journaux télévisés. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, pas les réseaux sociaux, mais et je me dis, mais c'est évident, journalisme. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire des études de journalisme et de partir alors à Paris. Alors, je crois savoir, je sais que tu es un grand amateur de littérature américaine, surtout nord-américaine, je crois. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette littérature-là? Un auteur en particulier? Un livre en particulier? Gatsby. Ah oui, Et Sur la route. J'ai 24 ans et je découvre un peu par hasard. Je découvre Fitzgerald, vraiment par hasard. Je tombe sur Gatsby et ce roman m'impressionne vraiment. J'ai lu tout Fitzgerald. Ici, j'ai pris ce recueil de nouvelles avec son texte le plus beau. C'est un monument de la littérature, La Fêlure, ça fait une dizaine de pages. Fitzgerald est au bout de sa vie. Ça, c'est un recueil de nouvelles, c'est ça? Oui. La Fêlure est une nouvelle parmi ces La Fêlure, c'est quand Fitzgerald ne sait plus écrire, il est alcoolique. Il est ravagé par l'alcool, il va bientôt mourir et il a besoin, de manière alimentaire, d'écrire. Et son éditeur lui dit, écris sur le fait que tu ne sais pas écrire. Et alors il va écrire ce texte sur La Fêlure, c'est très noir, c'est très noir. Mais il se compare à une assiette qui est fêlée et qu'on n'utilise plus pour les jours de fête, mais qu'on met sur sa table de nuit, encore pour quelques biscuits. Et alors, quand on relit ça, Fitzgerald a une intelligence. C'est vraiment pour moi le sommet. Quand je lis Fitzgerald, j'ai l'impression de penser comme Scott Fitzgerald. Ah ouais. Dans ta vie quotidienne, quoi. Oui, quand je lis Fitzgerald, j'ai l'impression, c'est dans mon univers, ça correspond à ce que je pense, etc. Et alors, Kerouac, je pense que... Je crois qu'il y avait une chanson de Charles-Élie Couture qui s'appelait Oui, mais Kerouac est mort. Je ne connaissais pas Kerouac. Et puis j'étais voir, puis je suis tombé sur la route, et là aussi, autre flash, univers très très différent. Et j'ai lu tout Kerouac. Je pense à cet écrivain français, Par les chemins noirs, comment s'appelle-t-il là? Tesson. Voilà, Tesson. Je suis désolé, mais ceux qui lisent Tesson, il a tout piqué à Jack Kerouac. Quand Tesson part en Sibérie, dans sa cabane en Sibérie, 60 ans plus tôt, Kerouac a été dans des cabanes au Canada pour voir s'il y avait des feux de forêt. Donc, franchement, lisez plutôt Kerouac et ne lisez pas le copieur. D'autres auteurs américains ou... Alors après moi je lisais beaucoup dans les années 80, je lisais le journal Libération, son cahier livre, qui recommandait de nouveaux écrivains. Un certain Jim Harrison, par exemple, qui venait de publier 2-3 romans et qui venait publier Légendes d'automne, et puis il y avait Sorcier, etc. Il n'avait pas encore écrit d'Alva. On a vu le chemin pris par Jim Harrison. Un auteur new-yorkais américain qui s'appelait Paul Auster, et qui venait d'écrire une trilogie, la trilogie new-yorkaise. Et puis de fil en aiguille, Paul Auster est devenu ce qu'il était. Donc la découverte d'écrivains américains à l'époque, qui étaient totalement débutants, et que j'ai le plaisir d'avoir suivi dès le début, quoi. J'ai tout Paul Auster ici, j'ai tout Jim Harrison. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la littérature américaine. Et puis alors après, vers les années 2010, j'ai découvert le Festival américain à Vincennes, qui tous les 2 ans reçoit de grands auteurs américains. Donc là, ça permet évidemment d'aller faire son marché et de faire de belles rencontres, quoi. Oublions un peu les auteurs, mais parlons de toi, de tes habitudes de lecture, ton rapport, je dirais, physique avec la littérature, ton rapport quotidien. Quand est-ce que tu lis? Où est-ce que tu lis? Alors, je peux lire tout le temps, en tout cas avant de s'endormir. Je peux lire partout, j'ai des livres qui traînent partout. Mon père me disait, lis, même si tu dois lire le bottin téléphonique, mais lis. Et je trouve que c'était une belle image. Je lis des journaux, je lis tout. Il n'y a pas de rythme particulier, je ne sais pas lire sur une tablette.
J'ai besoin du papier, j'ai besoin du livre. Bien sûr. Et alors, pour la facilité, je trouve que le livre de poche, c'est pas mal parce que c'est plus facile de poche, quoi. Mais voilà, je n'ai pas de moment particulier, sinon je suis tout le temps en train de lire. Oui, mon problème, c'est que je lis plusieurs livres à la fois. Et parfois, je n'en sors plus. Je suis 3 ou 4 livres à la fois. Sur ma bibliothèque, j'ai toujours un tas. Et alors, ça devient parfois compliqué. Est-ce que tu termines tous les livres que tu commences? Non. Je m'autorise. Alors, ça, je trouve que c'est important. Il ne faut pas s'imposer une lecture comme pénitence. Si ça ne va pas, on arrête parce qu'on a le droit d'arrêter. On a vraiment le droit d'arrêter la lecture d'un livre. Par contre, il faut parfois s'autoriser à réessayer. J'ai La Fête au bouc de Vargas Llosa. C'était un livre que j'ai essayé 2 fois d'entrer dedans, c'était pas possible, quoi. Et puis la 3e fois, c'est un de ses plus beaux romans. AQ84 de Murakami, je n'y arrive pas. Pourtant, j'adore Murakami. Ils attendent, et puis un jour, ça arrivera. Est-ce que tu as déjà jeté des livres? Oui. De rage? Alors, j'ai une belle anecdote. Il y a un livre qui n'est pas là, et tous les autres non plus, Dans le labyrinthe d'Alain Robbe-Grillet. Oui. Quand j'étais jeune, je me suis pris d'amour pour la littérature du nouveau roman, et en particulier pour Robbe-Grillet, qui est quand même un auteur un peu compliqué. C'est un peu une impasse de la littérature française, mais il a exploré des choses et il écrivait très bien. Et donc, j'avais lu dans le labyrinthe, j'étais un peu fasciné, les éditions Minuit en plus. Et j'avais même fait une élocution à l'école, etc. Et puis, je lis la plupart des romans de Robbe-Grillet, puis ils sont dans ma bibliothèque. Célestvesgra débute en 89, et en 90, je pense, Robbe-Grillet va faire une conférence au Centre culturel de Valkenrad. Bingo, je me dis, yes, je vais l'interviewer, Alain Robbe-Grillet. Oh, ça s'est passé, un massacre, il m'a massacré. Il était de quoi? Il était atroce? Il était insupportable, fidèle à sa réputation, mais infect. Du style, il avait fait un essai sur la théorie du nouveau roman. Je reprends des extraits de son essai, il me dit, j'ai jamais écrit ça. Visiblement, vous n'avez jamais lu mes romans, vous n'avez rien compris. Enfin, toute l'interview. Eh bien, Bernard, j'ai jeté tous les romans de Robbe-Grillet, je ne veux plus en voir un seul. Il n'empêche que c'est un excellent écrivain. Est-ce que tu offres des livres à tes amis? Oui. Est-ce que tu offres des livres alors que tu as lu? Ou bien. Et oui, c'est ça le problème. Non, et ça, c'est toujours le problème des cadeaux, c'est qu'on croit vouloir bien faire en offrant aux gens des livres qu'on aime. L'idéal serait de les interroger pour voir ce qu'ils aiment. Mais même si on interroge la personne sur ses goûts de lecture, c'est pas pour ça qu'on va trouver le livre qu'elle va aimer. C'est toujours un risque, un livre. Oui. Et c'est ça qui fait son charme. Et parfois, on a des surprises. Alors, il y a 2 livres que j'ai beaucoup offert. 100 ans de solitude de Garcia Marquez, qui plaît. C'est un classique, c'est étonnant, mais ce livre, 10 ans après sa parution, était déjà devenu un classique, et ça l'est resté. Un autre livre qui est beaucoup plus dur, c'est Le démon d'Hubert Selby. Hubert Selby Jr. est un écrivain américain qui a écrit Le démon, c'est un jeune youpi en 1976, donc avant la révolution néoconservatrice des années 80, mais on est en 76, et c'est un type qui est bien sous tous les rapports, sauf que il a toutes les déviances, le sexe, le vol. C'est American Psycho 15 ou 20 ans avant. Je me demande d'ailleurs si Bret Easton Ellis n'a pas un peu copié Selby. Et ce qui est par contre formidable chez Selby, c'est qu'il y a une écriture, un rythme dans son écriture. Bon, je l'ai lu en français, mais on voit la ponctuation, les mots d'argot, ça ressemble un peu à du Céline. Ce livre, je l'ai offert, et parfois je me disais, c'est un peu. Et puis j'ai été très surpris de voir des gens qui n'avaient pas du tout le profil, mais on a adoré ce livre, c'est incroyable. Est-ce que tes proches osent encore t'offrir des livres? Oui, et il ne faut pas. Pourquoi? Parce que si on m'offre un truc, moi j'ai mes idées bien précises, et donc si on m'offre un livre, des amis veulent me prêter des livres, il me faut déjà tout mon temps pour lire mes livres, c'est un peu égoïste, mais si on m'offre un livre, j'ai vraiment mes idées de ce que je veux lire. C'est ça. Et donc, me dire c'est une découverte, etc., oui, on va essayer, mais ça va pas forcément me plaire. Donc après l'interview ici, tu ne recevras plus jamais de livres de projet, si tout le monde écoute. Alors, non, il faut me demander ce que je veux. Tu as encore choisi quelques livres sur la table ici, tu veux nous en parler un petit peu? Alors, j'ai Dostoïevski. Oui. Je pense que lire, c'est comme faire un sport. C'est du sérieux. Donc, je veux dire par là que, d'abord, sur toute une vie, la pratique d'un sport évolue. La recommandation, c'est aux jeunes lecteurs, dès que vous lisez, que vous aimez lire, mettez la barre haut, choisissez des choses plus compliquées, plus difficiles, parce qu'en vieillissant, ça devient plus difficile. Pas facile à faire passer comme message à un jeune de 20 ans. Mais lire,
c'est un combat. Il faut entrer dans un livre, il faut aller y chercher quelque chose. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des livres, c'est le marathon, d'autres, c'est le 100 mètres haies. Et donc, il y a des rythmes. Justement, Dostoïevski, lire Dostoïevski, plonger dans l'idiot, plonger dans les possédés, il faut du souffle. Et il faut accepter de prendre le souffle. C'est un combat, je trouve. Et toutes ces choses font que... Pourquoi je dis ça? Parce que Dostoïevski, je m'étais dit, j'étais tombé sur le joueur qui était le plus petit, je ne prenais pas trop de risques au début, et puis je m'étais dit à un moment donné, je veux absolument lire Dostoïevski avant mes 30 ans. J'ai presque failli le faire, il reste toujours Crime et Châtiment, que j'ai commencé il y a 3 ans, mais c'est compliqué, et les autres je les ai lus, mais je trouve que c'est ça, c'est donner du souffle, et il y a de l'exigence dans la lecture, c'est un métier, c'est le métier qui n'est jamais récompensé, il n'y a pas des championnats du monde des lecteurs, c'est vrai du tout, mais c'est un métier d'être lecteur, et choisir un livre, c'est aller voir les 10 dernières phrases du livre, il termine comment le livre, il commence comment. 100 ans de solitude, c'est un exemple magnifique. Pourquoi ? Il termine, car aux lignées condamnées à 100 ans de solitude, il n'était pas donné sur terre de seconde chance. La dernière page, c'est le village de Macondo qui est pris dans une tempête et qui tout est en train de disparaître, arraché par la tempête, toute l'histoire de ce village, etc. Et c'est la dernière phase du livre. Et la première phase, c'est un classique, quoi. Quand le colonel Aureliano Buendia se rappela de son grand-père, il le vit l'emmenant découvrir la glace. Enfin, je paraphrase très très mal le début du livre, mais il y a longtemps, je me suis levé tôt, ou je me suis couché de bonheur, ou levé de bonheur, je ne sais pas. Je n'ai pas lu Proust, mais c'est Proust, ça, je pense que c'est Proust. Et c'est important parce que je trouve que là, on a déjà des éléments. Moi, je connais le début d'un seul livre, c'est L'étranger. Aujourd'hui, maman est morte, ou hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. C'est ça, voilà. Ça donne de suite le ton d'un livre. Oui, c'est vrai. Je vois à Beckett ici. Alors là, ça c'est à l'école. Alors c'était marrant parce que j'avais 13 ans et la prof... 13 ans. 13 ans et la prof nous fait... Ah oui, on était... Et alors on devait lire à l'école, chacun un rôle, c'était pas du théâtre, c'était en classe, quoi. Et alors Beckett, ça part d'une histoire vraie. C'est le roi Henri qui, pour mettre au pas la religion anglicane, nomme son compagnon de ripaille et son meilleur ami, Thomas Becket, archevêque de Canterbury. Le problème, c'est que Becket, il se prend au jeu. Quand il devient archevêque de Canterbury, il devient le chef de la religion anglicane et il s'oppose au roi. À tel point qu'il sera assassiné sur les marches de la cathédrale de Canterbury. C'est une histoire vraie. Et donc, c'est vraiment un livre, une pièce de théâtre sur l'honneur. D'accord. Alors, j'étais adolescent, on n'allait pas au théâtre. Et c'est très drôle, je ne sais pas si je le referai. J'ai lu toute l'œuvre de Jean Anouilh. Je l'ai lu, je n'ai pas été le voir au théâtre, je l'ai lu. Et je trouve que j'ai adoré Anouilh. Il a manqué à avoir à quelques voix près le prix Nobel. On oublie toujours. D'accord. Alors il y a, Marguerite Duras. Pourquoi Marguerite Duras? C'est quoi le titre ici? Alors ça, pour moi, c'est son meilleur roman, Le ravissement de Lolvelstein. C'est l'histoire d'une entrée dans la folie. Avec l'écriture au scalpel de Marguerite Duras, qui est toujours... je ne sais pas comment dire. Moi, j'adore cette écrivaine. Elle est formidable. Et je trouve que son écriture est toujours extrêmement moderne. Et je me souviens d'un album fait il y a quelques années avec une comédienne, c'était à Bruxelles, je ne sais plus son nom, qu'elle me pardonne, qui venait de Paris. Et elle avait choisi le livre pour aller sur l'île déserte, c'était L'amant, mais elle avait pris la dernière version, c'était L'amant de la Chine du Nord. Et il y a une page ajoutée où Marguerite Duras, des années ou des dizaines d'années après, reçoit un coup de téléphone de son ex-amant qui, venant d'Indochine, est à Paris et qui lui téléphone et ils échangent quelques mots. C'est poignant. Et je me dis, purée, si je lui fais lire, ça ne va pas le faire ni pour elle ni pour moi. Elle a commencé à lire, elle a fondu en sanglots, tellement c'est beau, quoi. Et Lolvelstein, c'est top. Je peux me permettre de le prendre, Urbain? Je voudrais montrer à la caméra, si tu es d'accord, que tu prends des notes. Oui, parfois, au début des livres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as écrit là, sur ce livre-là, si alors je ne pas trop discret? Donc, c'est Lacan, c'est une citation de Lacan. Elle ne doit pas savoir qu'elle écrit ce qu'elle écrit, sinon elle se perdrait, et ça serait la catastrophe. Une phrase de Lacan que tu as entendue de Lacan et qui pour toi a un rapport avec le livre? Non, c'est sur le livre. Il parlait à propos de Lolvelstein. Donc j'ai certainement vu ça, une citation dans un article ou quoi que ce soit. Mais elle ne doit pas savoir qu'elle écrit ce qu'elle écrit, sinon elle se perdrait et ça serait la catastrophe. Il parle de Marguerite Duras. D'accord. Donc tu fais souvent ça, tu prends des notes souvent parfois, dans le livre. Oui, parfois Donc tu n'es pas un fétichiste de l'objet livre. Il y a des gens qui ne supportent pas
la moindre, comment on dit, quand on plie un bout de page, la moindre écriture dans les livres. Toi, ben oui, moi je suis un peu comme ça aussi, mais attends, je peux comprendre. Attends, il est où il est là, par exemple, mon démon de Selby. Non, c'est pas celui-là, il est de l'autre côté. Oups. Non, il est là, voilà. Il est dans son état. Alors, oui, d'accord. Ouais. Mais tu le gardes, c'est ton livre, bien sûr. Je n'irai pas racheter pour avoir une bonne édition. C'est mon Selby, je l'ai lu en une nuit en 1984. En une nuit. Ah oui, non, je l'ai lu, c'était incroyable. C'était une des plus belles nuits de ta vie, certainement. Ah, c'était incroyable ce livre, vraiment. Et Marguerite Yourcenar, par exemple, ici, j'ai mis, alors ça c'est une citation de Marguerite Yourcenar, donc c'est L'œuvre au noir. C'est non, qui est aussi un personnage incroyable. Cet homme si moderne qui parcourt le Moyen-Âge et qui sera rattrapé par l'obscurantisme du Moyen-Âge. Et elle met Marguerite Yourcenar, solitude, je ne crois pas comme ils croient, je ne vis pas comme ils vivent, je n'aime pas comme ils aiment, je mourrai comme ils meurent. C'est beau, hein? Ça c'est beau, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais, toujours un exercice un peu délicat, difficile, Urbain, si tu devais être appelé à vivre le restant de ta vie sur une île déserte, 3 livres que tu emmènerais, 3 livres que tu conseillerais d'emmener avec toi. Alors, j'aurais pu prendre des classiques, et puis je me suis dit, non, ce serait bien que ce soit aussi une forme de proposition de lecture. J'ai beaucoup réfléchi depuis 2-3 jours. Ça me fait rire parce que je fais l'exercice dans l'album avec tout le monde. Je me dis, c'est quand même difficile. Et donc, j'ai cherché 3 livres et j'ai trouvé ceci. Alors, Antonio Tabucchi. Le premier, Antonio Tabucchi, Alors, écrivain italien. Le titre Pereira prétend. Pereira, c'est le personnage? Oui, c'est le personnage. C'est un vieux journaliste qui a perdu sa femme, qui vit tout seul, solitaire, dans le Lisbonne d'avant-guerre, je crois que c'est en 1938, et il est sous la chape de plomb du régime de Salazar. C'est ça. Donc ça, c'est un petit peu un doigt d'honneur à l'extrême droite. Tabucchi, d'abord, c'est un écrivain italien très très raffiné, très fin. Il aurait dû, à mon sens, avoir le prix Nobel. Il est mort il y a une dizaine d'années. Et ce livre-là, à mon avis, était le livre qui a eu le plus de succès. Il a terminé sa vie au Portugal, à Lisbonne. C'était un spécialiste de Pessoa. Il a même inséré Pessoa à certains moments dans ses livres. D'accord. Ce livre donc raconte l'histoire de ce journaliste qui est un peu un rond de cuir du journalisme, qui fait la page culturelle. Et puis, mais c'est l'été, il fait chaud, etc. Et puis, je ne sais pas de quelle manière, parce que j'ai lu que ça fait 10 ans que je l'ai relu, ça fait comme une dizaine d'années, et il tombe sur un couple de jeunes, une jeune fille, un jeune homme, et le jeune homme est anarchiste. Et il va être entraîné, pas à son corps défendant, parce que c'est peut-être un accomplissement pour lui, à les soutenir, à les protéger par rapport au régime, parce qu'ils prennent beaucoup de risques. D'accord. Et ça va se terminer mal pour lui. C'est un très très beau roman. Je trouve que c'est très très beau, parce qu'en fait, Tabucchi, il a tellement de finesse qu'il arrive vraiment à décrire, à faire des portraits des gens. Il y a beaucoup d'émotions. De quel âge avais-tu quand tu l'as lu la première fois? Je l'ai lu quand il est sorti. J'ai toujours suivi Antonio Tabucchi, grâce à une amie qui m'a mis sur sa piste il y a longtemps. Donc c'est en 94 qu'il est sorti. J'ai lu que le livre a été écrit il y a 30 ans, cette semaine-ci, il y a 30 ans. Et je l'ai lu cette semaine-ci, il y a 10 ans. Et j'ai une citation de Tabucchi qui dit « J'ai une immense affection pour mes hôtes de la nuit. Je les traite comme des visiteurs de marque. » Extra. Il fait souvent revenir le fantôme de, pas dans celui-ci, mais le fantôme de Pessoa dans ses livres. Alors, le deuxième bouquin que tu emmènerais sur une île déserte. Alors, de tous les écrivains, donc mon préféré est Fitzgerald, mais de tous les écrivains vivants, pour moi, Orhan Pamuk, le turc, est vraiment le plus grand. Et pourquoi ce livre-là? Alors, pourquoi ce livre-là? Le talent d'Orhan Pamuk, qui a eu le prix Nobel en 2006, je crois. D'abord, la première chose, c'est que souvent, quand ils ont le prix Nobel, leur talent commence à s'éteindre. Oui, ça n'a pas empêché. Chaque roman est un genre différent. Tu as des romans politiques, tu as des romans d'amour, tu as des romans historiques. Et chaque fois que Pamuk part dans une direction,
il le fait avec une force. Oui, il excelle. Ce sont chaque fois des gros romans. Oui. Le musée de l'innocence, c'est une histoire d'amour magnifique, puisque ça se passe à Istanbul, parce que c'est l'écrivain d'Istanbul. Hein, et il raconte un amour inaccompli entre une femme et un homme, et l'homme, toute sa vie, vit dans le souvenir de cette femme. Au point tel qu'il va créer, il va collectionner des objets, etc. Et il va créer son musée de l'innocence, qui est le musée de son amour inaccompli. Et ce qui est amusant, c'est très beau déjà. Je ne raconterai pas la fin parce qu'il la retrouve et puis ça se termine mal. Mais ce qui est très beau, c'est que Orhan Pamuk a créé un musée de l'innocence à Istanbul. Oui, près de la tour de Galata, dans une petite rue. Et donc tu peux visiter le musée de l'innocence de Pamuk. Pour la petite histoire, j'avais commencé le roman en 2015, j'ai été visiter le musée, puis j'ai terminé le roman, et je me suis aperçu à la fin du roman qu'il y avait une petite cage, je ne sais plus où elle est, où si tu... Voilà, bon pour une entrée. Donc normalement, si tu lis le roman et que tu vas visiter, ils te mettent le cachet, c'est gratuit. Moi, j'ai dû payer puisque je n'avais pas terminé le livre. Et ça vaut vraiment la peine de lire. Alors moi, je connais peu Pamuk, mais bon, on connaît un peu la politique turque un peu mouvementée. Et lui, il est l'opposant, c'est un partisan. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il est opposant. Je crois qu'il vit aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Mais je pense que Recep Erdogan a dit une fois de lui, il ne sera jamais fait de mal à M. Pamuk. Je crois que son talent est reconnu. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et alors, il a écrit un livre politique qui s'appelle Neige, qui se passe alors de l'autre côté de la Turquie, qui est aussi très très intéressant, très très dur à lire. Ça se passe en hiver à Kars. Mais c'est un grand écrivain. Très bien. Le troisième livre, quand tu emmènerais sur une île déserte? Alors, Juan Gabriel Vázquez. Alors, je me dis, parce qu'on a parlé de la littérature nord-américaine, mais au commencement, pour moi, était la littérature sud-américaine. Tu as commencé par ça? Oui, je ne connais pas l'espagnol, donc j'ai tout lu en traduction. J'ai lu Borges, Vargas Llosa, et bien d'autres encore, Cortázar, et Jorge Amado, bref. Et j'ai découvert ce livre avec le frontispice. Quand Mario Vargas Llosa, qui est quand même un des plus grands écrivains sud-américains, dit que c'est un des plus grands romans écrits dans notre langue, je me dis, tiens, je vais quand même aller acheter ce livre. Et Vázquez, qui est un plutôt jeune écrivain, qui a déjà écrit quelques livres, fait... Alors ça, c'est intéressant, parce que souvent les gens n'aiment pas les romans. Ils me disent, ah non, moi je lis mais des biographies, les romans, comme si c'était une perte de temps. C'est ne rien y comprendre. Les écrivains... Quand ils écrivent un roman, s'imprègnent de l'âme humaine et ce sont des observateurs incisifs. Lui, il joue entre le roman et la biographie. C'est pas une biographie, mais c'est une biographie romancée. Sergio Cabrera, qui est un réalisateur colombien, existe. Et Sergio Cabrera est le fils d'un Espagnol qui a immigré suite au franquisme en Colombie, qui est devenu maoïste. Enfant, adolescent, il a été emmené par ses parents dans la mouvance maoïste. Ils ont vécu en Chine à l'époque, dans les années 70, à l'époque de Franco, et puis revenu au pays, il s'est retrouvé dans la guérilla jusqu'à 25 ans. Il finit lessivé. Il y avait j'avais pointé l'extrême droite, là je pointe l'extrême gauche, parce que il est lessivé, Cabrera, par cette histoire, par ce parcours. Et finalement, il se reconstruira puisqu'il deviendra un grand réalisateur. Et la rétrospective, c'est en fait à Barcelone, c'est tout le temps des chapitres qui repartent dans le passé puis qui reviennent à notre époque, où à Barcelone, on organise une rétrospective de son œuvre et il est avec son jeune fils pour voir cette rétrospective. Et c'est très très bien écrit. Ça pourrait s'arrêter là. Et puis j'apprends... je ne sais plus qui me dit, je crois que je mets ça sur Facebook. Je crois que c'est le rédacteur en chef de Médoc qui m'envoie un petit message et qui me dit, tu sais que cet écrivain a vécu 2 ans, je crois que c'est à Clavier ou à Moire. Il a vécu à Paris, je ne sais pas ce qu'il est venu faire chez nous, puis il est reparti en Colombie. Moi j'ai essayé de l'avoir pour l'album, je me dis, voilà, il y a un lien avec notre région. Mais bon, son attaché de presse nous a fait comprendre qu'ils étaient très occupés. Bon, c'était par visio, mais il n'avait même pas le temps de le faire par visio. Il n'empêche que c'est un formidable, c'est très très bien écrit, c'est la vraie littérature sud-américaine. Et là aussi c'est important, quand on dit la littérature sud-américaine, c'est une mauvaise expression, on doit dire les littératures sud-américaines. La littérature argentine n'a rien à voir avec celle du Brésil, avec celle d'Amérique centrale, c'est très très différent. Comme la suédoise n'a rien à voir avec la française. Voilà. Et donc à un moment donné, on globalise. Oui, c'est sûr.
Urbain, un immense merci pour tous ces coups de cœur. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Enfin non, je ne crois pas justement. On a fait le tour de la question. Et maintenant, est-ce que tu nous ferais l'honneur, Urbain, de nous expliquer comment ta bibliothèque personnelle est organisée? On peut le garder. On se lève alors? On se lève. D'accord. Allez, Urbain, fais-nous découvrir ta bibliothèque. Alors ici on commence avec tous les livres que j'achète à America. America Festival. Festival qui est un festival américain avec des auteurs américains à Vincennes tous les 2 ans. Donc ça c'est tous des livres dédicacés. Ouais. Donc on peut en montrer un. Oui, volontiers. Tu y vas tous les 2 ans. Ah oui. On ne manque pas ça avec Daniel, on y va chaque fois. Et par exemple ici, Émile Ferris. Que tu connais. Oui, le tome 2 va bientôt sortir. Oui, c'est ça, donc vraiment un roman graphique extraordinaire. Alors, je lui demande une dédicace, elle dit je vous dessine ce que vous voulez, je lui dis un ange. Ça ne lui plaisait pas. Un ange? Oui, je lui ai dit, alors elle m'a fait un ange monstrueux. Génial. Parce que lui dit, un ange. Donc ça, ce sont des livres... tout dédicacé, toute cette tranche on a des trucs qui sont pas mal. On a Colum McCann, Russell Banks, Margaret Atwood. Hein. Oui, tout à fait, c'était l'année passée. On a John Irving aussi, à qui j'ai imposé de signer un petit dessin que j'avais fait de lui. On verra plus loin. Après, on arrive au Sud-Américain. Ouais. Alors, en fait, moi, j'essaie toujours de casser les gens de manière à ce que, puisqu'ils doivent cohabiter dans la bibliothèque, que ça se passe bien, si possible. Ouais. Donc, par exemple, je mets Borges à côté de son ami Boy Casares. Ouais. Je mets, par exemple, après Borges, je vois que Vargas Llosa a écrit un essai sur Borges. Alors, allez, on va avec Vargas Llosa. C'est un peu ça l'idée, c'est de les mettre par des parentés quand c'est possible. Et qu'est-ce que Tintin fait en Amérique du Sud là? Alors, Tintin, ça c'est la collection de Daniel, mon compagnon. Ah, d'accord. Donc, lui, il est passionné de figurines de Tintin. Ah, extra. Et donc, ça, c'est son univers. Très bien. Et alors, là, pour la petite histoire, ça, ce sont des peintures sur verre que j'ai achetées à l'île de Gorée. L'île de Gorée, au Sénégal. Ce sont des Sénégalais, ils ont un talent. Les Sénégalais sont talentueux et ils sont des spécialistes de la peinture sur verre. Et là, ils avaient fait des Tintins. Pas dingue ça. Ouais. Donc on descend, là on arrive avec, là derrière c'est Kerouac, là on arrive avec Fitzgerald, toute une série, on commence à passer aux Américains. Là il y a un petit espace qui est un espace qui est lié à Venise. Donc, je suis passionné de Venise, donc j'ai quelques livres sur Venise. Ouais. Et puis, alors on va de l'autre côté, on poursuit alors là dans les Américains. On est avec Jim Harrison. Ouais. On poursuit, Philip Roth que j'adore. Ouais. Paul Auster, là on en parlait. Paul Auster s'entend bien avec Salman Rushdie, je mets à côté de Salman Rushdie. Salman Rushdie étant plutôt progressiste, je mets Richard Powers à côté de Salman Rushdie. J'essaie que ça se passe bien entre eux, qu'ils ne se disputent pas si possible. Et alors voilà, et puis alors il y a là, c'est plus éclectique là, c'est toute une série de bouquins, il y a des classiques, des moins classiques. Au bout d'un moment, je nettoie la bibliothèque, j'élimine. C'est Bernard Pivot qui disait ça, qu'il fallait nettoyer et éliminer. Et donc, il y a certains livres dont on se dit je ne les lirai jamais. C'est ça. Et ça, c'est mon John Irving qui n'était pas content, parce qu'il trouvait que c'était pas ressemblant, mais bon, j'ai quand même forcé à signer. Ce qui est quand même très courageux, que c'est un ancien boxeur. Aussi. Ah oui, non, je l'ignorais. Et à l'étage, d'autres littératures? Alors là, on part alors sur Pamuk, et puis alors on a toute la littérature scandinave avec Karen Blixen. Justin Garden, et puis alors qu'est-ce qu'il y a encore, on arrive aux Russes. Alors j'ai des Tolstoï mais j'en ai pas encore lu, j'ai tout Dostoïevski, et puis alors on arrive à tous les Français, j'en ai pas beaucoup les Français, j'aime pas trop la littérature française, donc j'ai Yourcenar, j'ai Duras, j'ai Gide, c'est tout. Puis alors après, toutes des biographies, vraiment toutes sortes, beaucoup d'hommes politiques, etc. Puis alors une autre bibliothèque avec du développement personnel. Dans le développement personnel, tu sais, il y a le meilleur et le pire. Donc il y a des livres extrêmement intéressants. Et puis il y a d'autres livres, mais ça il faut faire le tri, il faut lire. Voilà. Alors mon œil est attiré par ta collection de globes urbains. C'est à toi? Oui. Ça fait longtemps que tu achètes des globes? Tu collectionnes des globes? Oui. Donc alors, depuis tout petit, c'est une autre passion. Moi,
j'ai toujours été fasciné par les globes terrestres. Et donc j'avais mon petit globe en plastique quand on était petit, et je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on apprend la géographie. Et quand mes grands-parents sont morts, ils avaient un globe qui était un globe lumineux, qui était en haut, mais qui est fort abîmé. Et alors j'ai commencé, comme on allait dans les brocantes, on me dit, bah, tiens, allez, ayons un petit point d'intérêt, et ça a commencé comme ça la collection. Et puis maintenant, au fur et à mesure, c'est vraiment le hasard, quoi. Tu vas à Gand, tu tombes sur un antiquaire, et dans la vitrine, il n'y a que des globes, et des magnifiques, hein, des Russes, des Japonais, etc. Ou bien, on va à America avec Daniel, et puis le lendemain matin, on va au marché au Puy de Saint-Ouen. Et puis on tombe sur un petit globe, c'est celui-là qui est là au fond. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, je trouve qu'ils sont bien là, ils ont bien leur place. Alors me vient une réflexion, Robert, en discutant avec toi. Je ne sais pas du tout ce que vaut cette réflexion, mais je vais te demander de réagir si tu veux bien. Tu es, par ton métier, quelqu'un de très assimilé au local. Oui. Tu es journaliste local, tu connais bien ta région, tu es connu de tous les Verviers-tois. Et quand on voit tout ça, on voyage dans le monde entier. Tu es un citoyen du monde, quoi. Est-ce que tu as envie de me dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu y as déjà pensé? Il y a ton côté extrêmement local. Tu es quelqu'un de Verviers, tu as les pieds dans Verviers. Mais à côté de ça, tu as la tête partout. C'est un peu l'impression que j'ai. Qu'est-ce que tu... La question est bonne. Nous, autour de l'esprit, tu es monsieur Védia, monsieur Verviers. Oui. Mais ton esprit est partout, ailleurs. Oui, j'en ai vraiment besoin. Oui, c'est ça. Je pense que je suis arrivé à l'information locale qui a vraiment une richesse extraordinaire, un peu par hasard. Mon arrivée à Télévesgue, quand je vois une petite annonce de 2 lignes dans le jour Le Courrier à l'époque, cherche journaliste, télévision locale cherche journaliste, en 89. Je me souviens j'avais postulé au soir, j'étais dans la liste des journalistes qui pouvaient être engagés. Et puis je téléphonais à Philippe Lerut, qui était secrétaire de rédaction du jour Le Courrier à l'époque, où j'avais fait un stage, et je lui dis, Philippe, il y a une télévision locale qui se crée, c'est quoi ça? Et il me dit, mais vas-y, il me dit, t'as rien à peur, t'es pas connu dans le métier, tu viens de nulle part. Il me dit, vas-y, pose ta candidature. Donc ça s'est fait comme ça. Donc l'arrivée au local s'est faite tardivement. C'est pour ça que je répète toujours, le jeunisme d'aujourd'hui veut qu'il faut absolument qu'on ait des jeunes dans le téléspectateur. Mais à 15 ans, tu n'es pas accroché au local. C'est quand tu commences à t'ancrer professionnellement, créer une famille, etc. C'est à ce moment-là que tu viens. Donc il n'y a pas de problème, il faut laisser les jeunes faire leur chemin et arriver à nous quand ils le veulent et comme ils le veulent. Donc cet attachement au local, il existe, mais je ne saurais pas vivre que de ça. J'ai besoin de respirer. Et je ne suis pas un grand voyageur. Moi, je suis sorti d'Europe. Je suis sorti 2 fois pour le Sénégal, 1 fois au Canada, c'est tout. Moi, je suis plutôt en Europe, c'est tout. Donc, je suis pas grand. Je voyage beaucoup en Europe, mais pas à l'extérieur. Ta littérature est ta respiration. Oui. C'est ça. Oui. Ton évasion. Oui. L'oxygène. Oui, c'est l'autre vie qu'on vit. Quand je lis Pamuk, je suis à Istanbul. Alors c'est génial parce que certaines villes ont des écrivains, c'est bien emblématique, quoi. Pessoa pour Lisbonne, Pamuk pour Istanbul, d'autres encore. Auster pour New York, Kafka pour Prague et d'autres encore. Et je trouve que c'est vrai que voyager dans les villes en ayant un écrivain comme accompagnant, c'est intéressant. Eh bien, ce fut formidable. Génial. Extrêmement intéressant. Je suis très bavard, je suis désolé. C'est ce qu'on attendait de toi. Voilà. Tout grand merci de nous avoir ouvert tes portes. Avec plaisir. Nous avons montré ce qu'il y a peut-être de plus intime pour toi, ta bibliothèque et tes livres. Tout grand merci et à bientôt sur les ondes ou ailleurs. Oui, ou dans ta librairie. Merci. Voilà, merci.